Cette semaine, dans le balado, on cherche un suicidaire consentant et on shake it off, shake it off. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Je m'attendais à ce que tu te joignes à moi, là. Tu me déçois un peu. Faire un bon back vocal. J'aimerais ça savoir c'est quoi ma toune de Taylor. Là, ouais. On en parle depuis si longtemps, mais je n'ai pas écouté tant que ça. Je ne saurais pas. Alors, ça va être ton devoir cette semaine. Ouais, peut-être Style. Ouais. Moi, je la connais pas, celle-là. Moi. Je connais Wild Dream. OK. Ben écoute, est-ce que je vais aller voir le spectacle, le film-spectacle de Taylor Swift? Je ne pense pas. Non, OK. Non, c'est ça. Bon, ben on en Toi, discutera. tu vas te laisser... Peut-être. J'avoue, j'ai aimé du peu que j'ai vu. Mais avant d'en parler plus de cette immense sortie qui va... fracasser des records. Oui, est-ce que changer quelque chose dans l'industrie du cinéma? Alors, ben là, sûrement, parce que là, je passe du coq à l'âne, mais ils ont annoncé qu'il y aurait un Beyoncé aussi. Bien sûr, allait ben sortir. oui. Renaissance allait passer au cinéma en décembre. J'ai l'impression que ça va partir une nouvelle mode, mais aussi... moi, d'après moi, ils vont toutes les sortir jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'ils ont saturé le marché, puis que là, ça marche plus, puis ils vont reprendre une pause, puis c'est ça. Il y a de très bonnes chances. Mais aussi, le modèle économique de distribution est quand même assez intéressant parce que Taylor déjoue un peu Hollywood, les majors, au niveau de la distribution. Mais, elle impose... sa loi, là, mais en fait, c'est distribué par la chaîne AMC, l'exploitant de salle, donc ce n'est pas un major au Hollywood. Canada, c'est Cineplex, mais ça arrive qu'ils ont eu la licence des Lionsgate puis des affaires comme ça. Fait que c'est pas, mais non, parce que apparemment qu'elle avait eu des pourparlers avec des studios américains, mais que ça n'a pas abouti. Et elle a dit, tant pis, je vais prendre une autre route donc pour la chaîne de cinéma AMC. Qui vont faire grand bien, je pense, avoir cette rentrée d'argent parce que c'est une chaîne quand même qui a un peu de problèmes économiques et tout ça. Donc, ça va être à suivre tout ça. Mais avant d'aller en détail de ce... Oui, tu veux on est un vendredi 13. Puis là, il y a comme un film un peu horreur dans les codes de l'horreur. Mais là, c'est ça. Taylor a fait peur à l'exorciste. Et on comprend. Vous avez peut-être vu passer des critiques. C'était pas... c'est pas le meilleur film d'exorcisme, mais ça fait la job pour le mode Halloween. Fait que peut-être qu'on aurait dû aussi enregistrer cet épisode sous une échelle avec du verre brisé. J'ai un chat noir. Plein de chats noirs, c'est ça. Ouais, fait que si vous m'entendez éternuer, c'est mes allergies qui prouvent qu'on enregistre bel et bien avec des chats noirs. Mais écoute, si ça revient, il faudra se faire un spécial film vendredi 13 à un moment donné. Si tu as le courage. J'avais commencé à les écouter. Puis, parce qu'ils sont ridicules. Oui. C'est ça, parce qu'il y avait rejoué et tout. Fait que je pense que j'ai écouté 1, 2, 3, mettons. Ouais. Puis ça, c'est Jason. Puis je me souviens de Jason X dans l'espace. Lui, je l'ai vu aussi. Qui était... c'est un so bad it's good, je pense. Je dirais pas, là. Je pense qu'il est assez mauvais pour être le fun. Mais tu sais, ces films-là sont jamais le fun quand t'es tout seul chez vous. Non, c'est ça. Soit en gang. Là. Ouais, tout à fait. Tu peux être... drogué aussi. Mais qu'est-ce que je sais plus. Ah oui, c'est ça, c'est parce que là, je me demandais pourquoi elle a choisi le vendredi 13 octobre, mais c'est comme elle est fan du chiffre 13, Taylor Swift. Oui, effectivement. D'ailleurs, les prix pour enfants, c'est 13 et 13 aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est 13 et 13 plus, mais là, on peut ajouter nos frais de service, puis nos taxes, puis nos affaires. Fait que finalement, c'est jamais ça qui est affiché. Là. Mais c'était justement en lien avec ce chiffre chanceux-là. Et le prix adulte, qui était 19,99 pour 19,89. 89, oui, c'est ça, pour l'album 1989, quand même, les concepts jusqu'au ça doit bout. être son année de naissance, j'imagine. Effectivement, oui, tout à fait. Bon, fait que dans le fond, on va parler de plein de choses cette semaine, mais à chaque fois, on va revenir sur Taylor Swift chaque fois qu'on peut. Elle occupe la place publique. Voilà. Alors, petit tour d'horizon d'actualité cette semaine. J'y vais? T'avais-tu... J'ai juste une petite affaire. Vas-y. Je peux commencer avec... ça dépend si tu en as plein, on peut faire une méthode sandwich. J'en ai pas tant que ça. Okay. Mais commence. J'ai tout juste, avant d'enregistrer, j'ai reçu un communiqué que Geneviève Albert a remporté pour le film Noémie dit oui, mais là, ça fait déjà un petit moment. Ouais. Mais elle a remporté le prix réal de la catégorie œuvre de fiction. Cinématographique, là, œuvre de fiction unique. Puis ça, c'est remis par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Ouais, fait que de par ses pairs, c'est elle qui a gagné en fiction. Et je me souviens que c'était un très, très bon film qui continue à
voyager à l'international et tout. Fait que j'ai vraiment hâte qu'elle fasse un prochain film. Et pour les intéressés, l'œuvre documentaire qui a gagné, c'est Rojek de Zainé Akol, qui est le film qui représente le Canada aux Oscars. Très bien, alors bravo à Geneviève Albert. Exactement. Ça pour ce prix très mérité, honnêtement. Ouais, c'est la reconnaissance des pairs. Hein, c'est pas je sais pas à quoi ressemble le trophée. Ça doit être une plaque, je sais pas. Une bobine, peut-être. De mon côté, restons au Québec, parce que le tournage de 1995 de Ricardo Troggi est officiellement débuté. On a eu le communiqué de presse. D'ailleurs, très drôle avec l'image la photo de passeport. La photo de passeport de Ricardo, mais de Jean-Carl Boucher. Bien sûr, la version comédien. D'ailleurs, petite anecdote bien drôle, ma belle-mère, qui fait partie de cette génération-là, quand elle voit des trucs passer, elle stresse beaucoup sur les réseaux sociaux. Okay. Puis elle dit j'ai vu passer la photo de passeport de Ricardo Troggi sur les médias sociaux, puis tout ça. Est-ce que c'est légal de faire ça? Puis elle n'avait pas réalisé que c'est Jean-Carl Boucher, c'est pas Ricardo. C'est même pas Ricardo. Fait que j'ai expliqué le gag, donc finalement, ça, c'est le film qui va être beaucoup à l'international, là, c'est ça? C'est ça. Ça retrace son passage à la course Destination Monde. Oui, lui, en fait, c'était en Égypte et là, ça va être tourné au Maroc. Puis au Népal également, j'ai vu passer dans les pays. Donc, c'est ça, effectivement, ça va être cette partie-là de sa vie que j'ai bien hâte de découvrir jusqu'à là. Moi, c'est une trilogie que j'adore beaucoup. Oui, puis ils ont la chance de briser le moule parce que d'habitude, les séries de films qui ont 4 films, c'est pas toujours très bon. Ouais. Mais non, j'ai bon espoir que ça va être dans la Ou des fois, c'est des fausses trilogies. Parenthèse, je pense à, mettons, Hunger Games, c'est 4 films, mais dans le fond, c'est 3 histoires. C'est 3 parties. Ouais. Puis, petit fun fact potin, dans le prochain Mon Ciné de magazine, j'ai fait un petit entretien avec Patrice Robitaille, qui est un grand ami de Ricardo Troggi. Ils se sont rencontrés ici à Québec, à l'Université Laval. Puis, d'ailleurs, il espérait d'avoir peut-être un petit clin d'œil sympathique. Un jeune Robitaille. Un jeune Patrice Robitaille ou quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas dans le secret des dieux. Fait qu'il ne sait pas si non, c'est il ne sait pas encore. Mais il trouverait ça bien drôle. On sait que dans les premiers films, sa gang d'amis, c'était ses vrais amis, là, les Chabot, puis je sais plus qui, puis tout. Là. Fait que peut-être. Ça dépend s'il y a de la place au scénario ou quoi que ce soit. C'est comme un peu Bob le chef avec le plongeur et tout. Il a dit, on l'a mélangé parce que bien sûr, une fois que tu arrives dans un film, tu n'as pas de la place pour tout ce temps-là. Alors, bien de voir ça. Normalement, il devrait prendre l'affiche au courant de l'été 2024. C'est ce qui était annoncé. C'est pas le temps de chômer. Là. Il tourne octobre, novembre, décembre. Ouais, jusqu'à mi-décembre. Après ça, on monte. Puis let's go. T'as besoin d'une bande-annonce au mois d'avril, mai, puis ça sort en juillet. Je pense que le précédent était également 1991, je pense. C'était ça. Hein? Était sorti l'été de mémoire. Ils sortent tout l'été. C'est tout l'été. Ça, je me rappelais plus des 2 premiers. Mais j'aurais cru qu'il aurait tourné un an d'avance. Fait que j'aurais pas été surpris que tu me dises été 2025. Mais quoi que c'est aussi pas un film où ils vont être un peu à presse, mais c'est pas le genre de film qui envoie dans plein de festivals puis d'affaires comme ça. Là, c'est directement pour le public. Tu sais. Ça risque d'être le gros film, la comédie québécoise de l'été prochain. Puis que depuis plusieurs années, là, on parle beaucoup des films qui passent le million, mais là, ça, c'est un film qui peut passer le 4-5 millions. D'ailleurs, 1991 a été le plus populaire des 3, je pense, en termes de box-office. Ma mémoire est bonne. Donc, puis je sais pas s'ils ont fait 4-5 millions, ces films-là. Ou je me rappelle plus. Pas les premiers. Je pense que les premiers, c'était comme un point kick. Mais le 3 a vraiment explosé. Je pense que les gens ont pris le temps de les découvrir et tout ça. Puis, bref, bien hâte de voir ça. Sinon, on a aimé beaucoup le couple Margot Robbie, Ryan Gosling dans Barbie. Ouais, c'était pas pire, ça. On va les revoir l'an prochain, normalement. Arrête donc. Oui, mais pas dans Barbie 2. OK. Dans un film qu'on dit un prequel à la trilogie Ocean's 11, les films avec George Clooney et Brad Pitt sur les bragages de casino à Las Vegas. Prequel, je suis quand même un peu étonné, parce que je ne sais pas comment ça peut s'insérer. Est-ce qu'ils vont jouer
les parents d'un des personnages. C'est comme un faux prequel. Ouais, un soft peut-être. reboot qui, dans le fond, c'est juste pour dire hey, avant les autres qui faisaient ça des années 2000, ben, eux, ils vont les set-upper dans les années 60. Puis... Effectivement. Fait qu'on n'en sait pas plus, évidemment. Tout est top secret, mais reste que c'est Margot Robbie qui produit aussi via sa société de production. Et pour l'instant, il n'y a que Ryan Gosling d'attaché au projet. On n'en sait pas plus. Ah, mais le réalisateur, c'est quand même aussi un peu surprenant. On sait que c'était quand même Steven Soderbergh qui avait fait la trilogie. Là, on va avec Jay Roach, connu surtout pour les Austin Powers. Ouais. Donc, est-ce qu'on va amener un côté peut-être plus il a fait, parodique ou plus... Bombshell aussi. Oui, avec Margot Robbie, justement. Donc, mais... c'est ça, mais je pense que Gosling était déjà attaché. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ce projet-là il y a plusieurs temps. Mais là, il a confirmé que Robbie jouait dedans aussi. OK. Oui. La vraie question. Là. Vas-tu avoir un Barbie 2, tu penses? C'est sûr. C'est sûr. Hein? C'est sûr. 1,4 milliard. Écoute, reste à savoir si Greta Gerwig va revenir au projet parce qu'elle est embarquée dans un long marathon avec Netflix pour... Mais c'est pas les Hunger Games, je sais? Non, pas les Hunger Games. Ah non, les Narnia? Oui, les Narnia, c'est ça. Okay. Chronique de Narnia. Et j'ai vu justement dans cet article-là qui parlait de ce film-là d'Ocean's 11, il mentionnait que Robbie et Gosling ne sont pas sous contrat pour un deuxième film, donc ils n'avaient pas signé. Souvent, pour des franchises, on signe les acteurs pour 2, 3, 4 films, là, mais donc ça va leur coûter un gros moton cette fois-ci. J'ai l'impression qu'ils vont tous embarquer si tout le monde embarque, surtout si Gerwig est là. Ils veulent pas n'importe quoi juste pour dire faisons une suite, faire une suite. Là. Exact. C'est pour ça la qualité du film fait que c'est clair qu'en ce moment, il y a du monde dans un studio de production puis chez le distributeur qui pousse pour une suite, mais je ne sais pas si au niveau créatif, les autres sont comme pas sûr que c'est intéressant. Ou donnons-nous du temps pour y réfléchir, tant qu'à tout de suite donner une date été 2025, puis là, il faut trouver une histoire. Puis c'est un peu le défaut, je pense, depuis 10-15 ans. On annonce souvent des projets, on canne une date, mais il n'y a même pas de scénario décrit et tout ça. Fait que là, tu t'amènes une pression inutile. C'est un peu une coquille vide. Là, c'est ça. Prenons le temps d'écrire, puis après ça, on se donnera une date. Mais enfin, c'est comme le monde à l'envers. Et voilà. Sinon, bande-annonce, nouveau film d'A24 qui, moi, m'intrigue beaucoup. Oui, The Iron Claw, qu'on pourrait traduire par la griffe de fer. C'est quoi le claw? La pince? Ouais, pince, ouais. En fait, qui est une prise de lutte. OK. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est un film de lutte. Voilà. Un biopic sur les frères... comment ils s'appellent? Von Erich. Erich. Qui était un trio de frères qui ont œuvré dans la lutte dans les années, je dirais, 80 peut-être? Non, c'est avant 60-70. Okay. Ouais, c'est avant la WWF. 3 frères joués par Zac Efron, qui a pris ses shakes de protéines et tout ce qu'il pouvait. Harris Dickinson et Jeremy Allen White, qui lui est moins connu au cinéma, mais dans les séries Shameless puis The Bear. Il prend du galon, cet acteur-là, avec The Bear. Là, OK. Qui est très bon, d'ailleurs. Puis qu'on comprend c'est pas facile. Je sais éducation paternelle, un père très exigeant. Moi, je dois avouer que j'ai eu ma part sur le lutte au milieu des années 80. Là, fait qu'évidemment, ils étaient déjà plus dans le portrait. Moi, c'était plus la WWF avec Hulk Hogan et tout ça. Donc, ça se déroule avant. Et je suis allé lire un peu sur le sujet parce que honnêtement, ça me disait rien. Et de ce que je comprends, c'est que c'est une famille au destin vraiment tragique. Donc, le père était un lutteur qui avait fondé, c'est la World Class Championship Wrestling au Texas, parce qu'avant la WWF, c'était toutes des ligues régionales un peu partout. Puis c'est ce que Vince McMahon a fait avec le WWF. Il a tout acheté, ils ont unis, donc on pouvait prendre tous les lutteurs comme ça. Mais cette famille-là, donc, c'est les fils du père. Il y avait eu 6 garçons et il y en a 5 qui sont décédés de manière vraiment tragique, dont 2 des lutteurs et tout ça. Fait que je pense qu'on aborde beaucoup ça, là, justement, il y a une espèce d'avoir une relation toxique avec le père qui mène à beaucoup de souffrances et de problèmes de santé mentale. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir. Honnêtement, le traitement est assez réussi. Puis même le réalisateur que je ne connais Sean pas. Durkin. Ouais, c'est ça, qui a fait 2 films, Martha, Marcy May, Marlene, puis The Nest, qui est
que tu connaissais-tu, toi? De NES, je l'ai manqué. OK. Mais, tu te souviens quand c'était sorti? Ouais, c'est ça. Puis que c'était comme une petite perle, mais c'est un film très indie avec... j'ai oublié le nom de tout le monde. Lui qui était dans Alfie, Jude Law. OK. Puis je me demande si la dame, c'est pas... j'aime pas ça quand j'oublie le nom de quelqu'un puis je l'associe par son mari ou sa femme, mais justement, Madame Ryan Reynolds, là. Blake Lively? Blake Lively, OK. moi, je pense. Coupe, maison, choses étranges, mais tu sais, une petite production, mais qui sort vraiment que tout est basé sur un bon scénario, si on veut, plutôt que sur le budget à l'écran. Puis tu sais, il se fait quand même rare, le réalisateur, parce que c'est son 3e film en 12 ans, quand même. Ouais, je sais pas. Il avait l'air de produire beaucoup d'affaires, par exemple. Ça se peut bien. Donc, The Iron Claw, normalement 22 décembre, mais j'imagine que ça va être une sortie limitée, puis après ça, tout dépendant des critiques. Y a-tu cette date-là aussi? C'est en track film, puis il me semble, la dernière fois que j'ai vu le calendrier, c'était encore écrit juste décembre. OK. Mais ça fait, j'ai pas regardé avant d'enregistrer. C'est peut-être pas étonnant que ce soit l'autre semaine d'après, tout dépendant. Ouais, s'ils voient qu'ils ont une espèce de congestion et tout, ça sort en janvier par après ou des choses comme ça, ça peut. Mais bref, on devrait voir ça autour de là. Je pense qu'ils ont annoncé qu'ils feraient une version française aussi, fait que qu'ils ont une donc on y croit un petit peu bonne plus. Vision, là, c'est ça pour le film. C'est pas toi qui me disais aussi que A24 justement là. Misait sur des grosses franchises. C'est fini le cinéma indépendant. C'est un papier qui est... Je me rappelle plus sur quel site américain. C'était pas Variety, mais... Fox News. mais qui disait que, d'après un rapport interne, il y aura comme un changement de cap de vision artistique. En fait, on va quand même conserver la branche plus art house, indie audacieuse, mais pour venir compenser un peu souvent les pertes financières, parce qu'ils ont quand même gagné beaucoup d'argent avec Everything Everywhere All At Once, mais ils en ont quand même perdu beaucoup avec Beau is Afraid puis 2-3 autres films de ce type-là. Donc, ils seraient plus ouverts à effectivement faire des gros films d'action, à faire des franchises, des propriétés intellectuelles et tout ça. Donc, ils seraient à la recherche de ça, de scénarios, d'idées, d'univers. Donc, Mais je trouve ça un peu absurde. Ils doivent connaître ça plus que moi, mais... Parce que tu as un risque aussi. Là. Il y en a bien des franchises qui se pètent la gueule. Là. Tu risques d'aliéner ton fanbase parce que je pense qu'ils apprécient A24 pour ce que c'est. Fait que là, il y a une espèce de valeur que 100% ou 95% de ce que vous faites m'intéresse. Puis là, tu vas tomber à comme 50%. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, tu viens juste t'inscrire comme un autre studio régulier à Hollywood aussi. Là. Finalement, tu ne te démarques pas tant que ça. Fait que c'est comme un pari risqué, mais tu sais, je comprends au niveau financier, pour eux, c'est peut-être intéressant de vouloir essayer de toucher un plus large public, peut-être. Mettre 40 millions sur un film puis qu'il en rapporte 235. Ouais, c'est ça. Là, Mais je sais pas. Donc, ça va être à suivre. Alors, qui sait si... qu'est-ce qui reste comme jouer les Care Bears, peut-être qu'ils feront. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, ils doivent tout être à Hasbro puis des affaires c'est ça. Les Care Bears, mais en les Kalinours, là, c'est ça, mais en prise de vue réelle, là, avec des vrais humains. Ou à la Sonic, peut-être, là, mis 3D, puis tu mets Jack Black au travers de tout ça. Puis, écoute, je sais pas pourquoi ça n'existe pas déjà. Garde ton pitch, c'est très bien. Absolument. Donc, moi, c'est la seule que j'ai recensée cette semaine d'importance. Il y avait la couleur pourpre qui a sorti une deuxième bande-annonce, puis je trouve qu'on prend un peu plus le ressenti, le feel de la comédie musicale, puis on comprend toujours un petit peu plus l'histoire à ce moment-là. C'est en train de me gagner tranquillement, comme on disait, il y a quelques années, je me souviens plus, là, avec une comédie musicale, j'en écoutais pas pantoute avant, puis j'apprécie ça de plus en plus. Fait que, moi, c'est un genre que j'aime, honnêtement. Puis le film de Steven Spielberg, j'ai découvert vraiment adulte, là, parce que quand tu as 10-11 ans, c'est pas le genre de film qui t'intéresse nécessairement. Puis finalement, j'avais été vraiment agréablement surpris. Son remake de... le titre. West Side Story. West Side Story, c'est ça, ouais. Donc, fait que l'histoire de Color Purple, à la base, est quand même très intéressante et touchante. Donc, puis la pièce à Broadway a été un grand succès. Là, fait que moi, j'y crois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, puis c'est encore plus dans l'entonnoir du temps des fêtes. Là, aussi, 25 décembre, etc. Fait que je sais pas s'il va y avoir assez d'écran pour toutes ces sorties-là, mais chaque année, c'est pareil. On est au mois d'octobre. Là, on est dans octobre. On est en septembre, puis on se dit...
il n'y aura pas grand-chose. Bien sûr que l'an dernier, on savait qu'il y avait Avatar, là, mais t'es comment? Il n'y aura pas grand-chose à Noël, ça va être mollo. Hein? Là, il y a 2-3 films qui se tassent, puis là, plus on s'avance, plus tout le monde annonce un film, que ce soit une production originale ou un film français qu'on a acquis, qui est sorti, mettons, en septembre en France, mais qu'on sort à Noël. Du côté québécois, des choses comme ça. Puis bon, ben, finalement, le marché est déjà saturé, puis c'est dans 2 mois. Fait que, et voilà. Alors, tu faisais mention qu'on est le vendredi 13. Alors, débutons donc avec cette comédie noire vampire humaniste cherche suicidaire consentante d'Ariane Louis XVI. Oui, ce premier long-métrage d'Ariane, mais qui n'est pas à ses premiers faits d'art, mais elle a fait à peu près 5-6 courts-métrages, disons, reconnus et distribués, qui ont gagné énormément de prix à travers différents festivals. Fait que c'est déjà une habituée du voyage international avec ses films. Et Vampire humaniste n'en fait pas exception. Il a été présenté dans le cadre des Venice Days. Pas à la Mostra comme telle, mais pendant la Mostra, il y a différents festivals. Elle a remporté... prix de la réalisation. Oui, meilleure réalisation de la section Giornate degli Autori. C'est ça. Je pense que c'est un genre de quinzaine de réalisateurs. Ouais, c'est un peu un festival off, là. C'est ça. Il a été présenté au TIFF, au FNC, il y a quelques semaines à Montréal. Qu'est-ce que c'est, finalement, Vampire humaniste? On va suivre Sacha, qui est une jeune vampire, là, entre guillemets, de 68 ans. Là. On comprend que, en tout cas, dans le cas de Vampirique, je pense pas qu'elle les met comme éternelles, mais ils vivent très, très, très longtemps là-dedans. Fait que, bref, plus comme une ado de, mettons, 16-17 ans. Sauf que depuis sa jeunesse, elle est trop empathique envers les humains pour chasser, pour tuer ses propres victimes. Fait qu'elle fait juste boire le sang que ses parents vont chasser pour elle. On y reviendra plus tard, mais il peut y avoir un petit parallèle au végétarisme ou au véganisme ou de comme ceux qui, tu manges de la viande mais t'es pas prête à la tuer, puis là c'est comme un débat que les végés ou les véganes ont par rapport aux omnivores. Mais en tout cas, c'est juste un mini parallèle parce que le film ne traite pas de ça vraiment. Je m'égare, mais fait que là, sa famille essaie de la motiver à dire ben c'est correct, là, faut que tu te forces, faut que tu y ailles, t'as pas le choix. Son père est plus conciliant, sa mère est plus à bout. Mais Sacha est même prête à se laisser mourir de faim plutôt que de chasser, de tuer des humains. Fait qu'elle va faire un soir la rencontre de Paul, qui est lui, à l'inverse, un peu un adolescent dépressif et voire suicidaire. Fait qu'il va être prêt à offrir sa vie à elle, à dire moi, oui, je voulais mourir, fait aussi bien que ma vie ait un sens. Sauf qu'avant de passer à l'acte, il réalise que ça serait bien d'accomplir ses dernières volontés. Fait que ça va se transformer en une espèce d'aventure nocturne pour accomplir ses dites dernières volontés. Donc, détrompez-vous, ce n'est pas un film d'horreur. Si vous voyez ça passer, puis ça pourrait être intéressant pour l'Halloween. C'est vraiment une comédie, récit d'apprentissage, où on s'amuse avec les codes du genre. Comédie humour noir aussi. Moi qui trouvais que ça évoquait d'une certaine façon la famille Addams, plus récemment Wednesday, pour les plus vieux, même un peu la comédie noire Heathers avec Winona Ryder et Christian Slater, qui est comme une des comédies d'ado 89, là, vraiment parmi les meilleures, mais très subversive. Donc, tant toi que moi, on a vraiment apprécié. J'ai trouvé que le scénario est d'une intelligence absolue, vraiment bien écrit, de très bons dialogues. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cet univers-là de vampires qu'elle nous présente, ça que ce soit approfondi, parce qu'il y aurait matière vraiment, je pense, à faire d'autres films, mais qu'il existe toute cette société de vampires-là en marge de notre société, mais qui sont tous organisés avec leurs médecins, leurs psychologues et tout ça. T'sais. Fait que elle joue beaucoup avec les codes un peu du film de famille, un film pour enfants. D'ailleurs, la première partie où on voit la jeune Sacha enfant avec ses parents, je pense qu'il aurait pu juste faire un film sur lui-même. Il y a la proposition est vraiment tordante où on la voit justement boire son sang dans des petites pochettes qui rappellent les boîtes de jus quand on est enfant. Puis, fait que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec nous, ce qu'on va vivre, mais là, juste dans un cadre de vampire. Fait que c'est vraiment une proposition originale. Oui, c'est ça. C'est pas l'espèce de... Tu sais, ce qu'on a vu récemment, là, soit le Twilight qui est très... excitant, là, l'espèce d'effervescence sexuelle, où t'as, je sais pas,
plus romantique de Dracula ou des choses comme ça. Là, c'est plus... On est dans le malaise ici un peu. Ça, c'est ça. Je veux dire, juste les vampires, c'est qu'ils vivent en banlieue. Je pense pas qu'ils ont une job. Je sais pas comment ils font. Ça, c'est pas trop dit. Mais ils vivent pas dans un grand manoir non plus. Là. Ils sont dans une maison, sûrement à Laval, ou je sais pas trop. Puis... ils vivent la nuit, ils sortent pas le jour, puis ils font leur petite affaire. Puis tu vois, la mère, elle a sa charge mentale de genre... elle sent qu'elle fait tout dans la maison. Puis le mari, comme, ben là, non, là, j'aide un peu quand même. C'est ça. On peut parler du casting un peu, justement. C'est Sarah Monpetit qui joue le rôle principal de Sacha, elle qu'on a vu dans Maria Chapdelaine, puis Falcon Lake l'an dernier. Félix-Antoine Bénard, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Qui était un petit nouveau, son premier rôle au cinéma. Qui joue le rôle de Paul, là, donc le jeune suicidaire. Les parents joués par Sophie Cadieux et Steve Laplante. Noémie O'Farrell, qui est sa cousine. Il y a Marie Brassard. Patrick Yvon, qui fait le prof d'éduc, que j'ai bien aimé aussi. J'adore Patrick Yvon au cinéma. Puis quasiment plus en rôle secondaire qu'en rôle principal. Je trouve qu'il brille comme ça. Il y a une palette de couleurs toujours intéressante dans ces personnages. C'est ça. Parenthèse, j'ai remarqué que ça fait des doublés au cinéma. Steve Laplante qui est dans Simple comme Sylvain également. Puis, on en parlera un petit peu plus tard, mais Sophie Cadieux fait des voix principales dans La Légende du Papillon qui prend l'affiche aujourd'hui aussi. Fait que gros automne pour eux. La direction photo, Sean Pavelin, le montage fait par Stéphane Lafleur. Oui, quand même, il faut le souligner. De mon Viking récemment, celui du Ben avec podcast, Tudor Nicole, toutes ces affaires-là, qui est en fait plus souvent monteur que réalisateur ou scénariste. La musique, j'ai oublié son nom, Pierre-Philippe quelque chose, dit Pilou. Ça, c'est des collaborateurs qu'elle a, Ariane, depuis quelques temps déjà. Et moi, je trouve que tout est là, tout est à la perfection. On voit que c'est un film, c'est un premier long, ça n'a pas coûté 6-7 millions, mais je trouve que tout l'argent est à l'écran. On comprend que elle a dû se faire beaucoup les dents avec ses courts-métrages, puis c'est très payant parce que je trouve qu'il y a des premiers longs-métrages qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, depuis le podcast surtout, puis qu'on écoute tout, puis qu'on est comme « Ah, c'est intéressant, j'ai hâte de voir la suite ». Moi, je trouve que dès ce film-là, c'est comme... Elle a son style, elle sait où elle s'en va. Il n'y a pas dû avoir trop d'erreurs sur le plateau, de genre, je sais pas trop, puis c'est vraiment maîtrisé. C'est le bon mot, effectivement. Une direction impeccable. Moi, effectivement, j'ai adoré tout l'univers esthétique visuel du film. Je trouve que le film évoque par moments un de mes films fétiches, Before Sunrise, parce qu'on est un peu dans ce genre de film-là, une rencontre entre deux personnes vraiment à l'opposé. Il va y avoir beaucoup de dialogues, ils passent du temps ensemble. Donc, un peu par la forme, fait penser un peu à ce film-là. Mais vraiment une belle découverte, honnêtement. Puis, écoute, c'est un prix entièrement mérité. Comme tu l'as dit, pour un premier long-métrage, là, c'est vraiment épatant, toute la maîtrise qu'elle possède. Et comme je dis, un univers vraiment sympathique, des personnages attachants. Il n'y a pas de temps mort, c'est quand même un film qui est assez court, 1 heure et demie. Mais c'est parfait, justement. Il n'y a pas de longueur. Quelques bons twists aussi dans l'histoire. Fait que moi, j'ai vraiment, boudez pas votre plaisir. Si vous aimez des films, c'est sûr que c'est pas une grosse comédie traditionnelle. Tu t'as évoqué Stéphane Lafleur. Non, c'est ça, tu as évoqué Stéphane Lafleur. Fait qu'on... Il y a un peu une parenté d'univers de ton là, avec lui, avec Viking, puis Bungalow qui était sorti un peu plus tôt ce printemps. Fait que si vous aimez ce genre de film-là, vraiment. Bungalow était plus grinçant quand même. Mais oui, exact, c'est ça. Moi, c'est juste visé 13 ans et plus, pas de mention horreur ou quoi que ce soit. À la limite, quelqu'un qui veut filer un petit peu Halloween, mais qui est pas qui a pas de résistance à l'horreur, c'est comme parfaite affaire pour ça. Là. C'est juste, on est des vampires, mais on est vraiment dans le coming of age sur un fond de comédie noire. J'ai vraiment juste peur que ce film-là rencontre pas son public, que les gens soient un peu gênés ou se sentent pas assez interpellés par le film, mais il est déjà en train de briller partout à l'international. C'est sûr que ça va super bien pour les ventes. Il va jouer partout, puis ça vient d'ici. On a un épisode spécial qui est, il est déjà sorti, en fait, sur le film. On a eu la chance de rencontrer Ariane, Sarah, Félix-Antoine et les deux productrices du film.
Puis on en discute, puis il dit, tu sais, il est présenté à Venise avec des sous-titres italiens et des sous-titres anglais. Là. Il y a les deux layers sur le film, puis les gens rient, puis ils aiment ça. Puis... Fait que ça prouve aussi universel là, comme histoire. C'est là. ça. Fait que c'est fou parce que moi, j'adore quand même les films étrangers, puis je les écoute avec sous-titres, puis j'apprécie, puis je suis capable de rire. Mais on dirait que quand je le projette à l'inverse, je suis épaté que ça fonctionne, qu'on envoie un film québécois, puis les gens sous-titrent, puis ils font « c'est vraiment le fun. » Fait que tant mieux, là. Fait que, bref, j'ai l'impression que si vous n'allez pas le voir, elle va sortir un autre film dans 3 ans, puis vous allez dire « Ah, j'aurais dû checker son premier, c'était vraiment cool, je viens de découvrir ça. » Oui, parce que c'est vraiment un petit bijou. Puis il ouvre quand même sur 30 écrans, là. Fait que il est pas mal partout, présent, là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps beaucoup d'écrans de Rive-Sud, Rive-Nord autour de Montréal et tout, là, mais le long de la 20, il n'y a pas de raison de ne pas voir ce film-là. Ou sinon, demandez-le, allez voir vos cinémas. Si vous aimez le cinéma québécois, une petite projection le 31 octobre. Là, ça pourrait être très sympathique. Ça va être meilleur qu'un autre truc américain, boboche. On a oublié d'en discuter avec elle, mais j'ai sur un article, je crois que c'est sur La Presse, elle mentionnait les films qui l'ont le plus inspiré pour l'idée des vampires. Il y a, moi j'en ai vu, je les connais tous, mais je n'ai vu aucun. The Hunger de Tony Scott des années 80. Ouais, David Bowie. Voilà. Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, 2013, avec Tilda Swinton, entre autres. Puis je pense que ce qu'elle aimait là-dedans aussi, dans ces films-là, c'est surtout l'idée que les vampires ont leur propre vie à travers de la nôtre. Puis c'est ça, ils ne cherchent pas à mener le monde et semer le chaos, mais ils font leurs affaires puis ils mangent quelqu'un une fois de temps en temps. Fait que dans ceux-là, je pense que c'est ça, ils sont juste pâles, ils se mettent un look de rocker, puis ils vont dans un bar le soir, puis il passe incognito et tout. Puis Girl Walks Home Alone at Night d'Anna Lily Amirpour, je pense que c'est un film iranien. Ça se peut que je me trompe, mais 2014, fait que beaucoup plus récent. Puis il y a cette idée-là de rencontre entre deux inconnus dans la nuit, puis qui joue beaucoup avec les codes des vampires. C'est ça, on n'est plus en cap, puis qui se transforme en chauve-souris. Là, voilà, fait que je pense que je vais essayer de me taper ces films-là. Moi aussi, effectivement. Surtout que c'est des films de vampires, une petite thématique Halloween, ça peut être ça plutôt que des slashers cette année à mon menu. Un film de vampire iranien, ça doit être assez, c'est ça. assez rare des gens partant. Ça doit être le seul. Ouais, ben dans les plus trash, je me souviens, le Suédois, là, Let the Right One In, c'est ça qui avait été refait aux États-Unis. Ouais. J'ai pas vu le remake, mais l'original il était vraiment bon. Oui, c'était bien. Très introspectif. Il y avait Thirst aussi que j'ai pas vu, que c'était un prêtre qui devient vampire, puis c'est... l'acteur justement qui était dans Parasite, là, l'acteur principal qui est dans beaucoup de films de Bong Joon-ho. Fait que moi, je vais essayer. Je pourrais me faire une année vampire. Un mois vampire, là, il reste 2-3 semaines. Là, je peux essayer d'acheter ça. Ouais, ma blonde va être aux anges. Tu pourras peut-être lui proposer ce film-ci. Vampire, oui, c'est sûr que je reviens le voir avec elle. Ça lui plaît. Mais je pense que les autres plus c'est pas plus le gore, là. Ouais, moi, j'allais ailleurs. T'allais dans Taylor Swift? J'allais dans Taylor Swift. Donc, si je m'étais dit, si elle est une Swiftie, peut-être lui proposer d'aller voir Taylor Swift, The Eras Tour. Non. Bon, j'ai demandé, puis elle était comme... Non. Fait que moi, je sais ça. J'y tiens pas plus. Mais tu seras notre envoyé spécial qui pourra nous faire un topo dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on va avoir un épisode spécial du balado avec Taylor Swift. Oui, c'est ça. Exclusivité. C'est ça. Fait que. Mais je dois avouer que. On pourrait peut-être payer. Elle fait-tu des caméos, elle? Sûrement pas. Là. Les sites où tu payes 500$, quelqu'un te fait des bonnes. Je pense pas qu'elle va ça. Je pense qu'elle est trop big. Ouais. Mais pour les 15 minutes que j'ai vues, moi, je vais peut-être revenir le voir, honnêtement. J'ai quand même trouvé ça assez spectaculaire et bien monté. Écoute, j'en doute pas. Puis. Je suis pas réfractaire comme wesh, c'est niaiseux Taylor Swift, c'est pas ça, c'est juste je l'écoute pas, puis je sais pas. C'est ça. Donc, demandez pas où seront vos ados en fin de semaine. Ouais, c'est clair. Taylor Swift, il y a déjà plus de 100 millions en pré-vente. C'est énorme. Fait qu'on se rend-tu à 200 millions, tu penses? Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est une espèce d'événement de pré-vente? C'est-à-dire qu'on a fait 105 millions en pré-vente, puis on va finir le week-end avec 110, ou on va finir avec 215, parce qu'en plus, il va y avoir plein de ce qu'on appelle des show-up, là, du monde qui se présente une demi-heure avant. Les projections l'amenaient à l'entour de 150 millions.
Fait que c'est pas impossible que le bouche à oreille, si les fans ont vraiment trippé, ils vont peut-être retourner une deuxième fois, en tout cas, ou aller d'autres amis. Reste à voir, mais... Parce que, tu sais, c'est un film de 2h45, là, c'est une projection de 2h45, fait que je pense que l'engouement est beaucoup en soirée. Je sais pas à quel point quelqu'un dit « Hey, je veux y aller samedi soir. Le cinéma près de chez moi, il est complet à 19h. Il est complet à 21h. Ah, ben je vais y aller à 12h30 d'abord. C'est vraiment ça qui me tente. tu sais. Fait qu'il va être peut-être un peu victime de ça, là, quoique les gros mégaplex doivent le jouer dans 3 salles. Puis... Oui, c'est ça. Dans certaines villes, ça doit être le cas. Là. D'ailleurs, il faut faire attention parce que je pense qu'il est que projeté du jeudi au dimanche aussi. Exact. Donc, c'est pas tous les jours. Alors, surveillez l'horaire aussi. Là. C'est vraiment, comme tu as dit, elle a pris d'assaut le marché du cinéma en imposant ses tarifs, ses conditions, ces choses comme ça. Fait que... Ouais. Je me demande, Claire, qu'on va entendre parler là, dans quelques mois, ça va être quoi le plus grand nombre de visionnements qu'une seule personne est allée? Ouais, il y a sûrement une gang de Swifties qui vont être allés comme 13 fois. Là, oui, encore. Je pense que... tu penses plus que ça? Je pense qu'il y en a qui vont aller les voir. C'est de l'argent. Là. Alors, une fois par jour, là, je serais pas étonné. Là. 2 fois par jour, vendredi, samedi, dimanche, puis c'est ça, tu fais ça 4-5 semaines, mais... Et t'as une limite, là. Je pense pas que quelqu'un peut le voir 70 fois. Là. Je pense pas qu'il va être présenté assez pour que ça fonctionne. Comme celui qui avait vu genre Kaamelott 200 fois, là, puis que ça a mis en péril son mariage. Donc, moi, j'ai quelques stats sur le Eras Tour. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça présente, ce film-concert-là? Donc, c'est la 6e tournée, quand même, de Taylor Swift. Une tournée qui va avoir au total 146 spectacles, donc qui a débuté au mois de mars 2023, se terminera à Toronto en novembre 2024. Faut le dire. Alors, 44 chansons quand même au menu. Mm-hmm. C'est assez costaud. On parle de 10 actes. Chaque acte a vraiment une thématique en soi. Et pourquoi ça s'appelle The Eras Tour? Elle revisite tous ses albums, ses 17 années professionnelles quand même dans le monde de la chanson. Fait qu'elle revisite l'ensemble de son catalogue. Puis c'est quand même... écoute, Taylor Swift, c'est quand même un phénomène. Elle avait débuté à 14 ans comme autrice, compositrice. À 16 ans, elle a été signée par un label pour sortir des albums. Elle était même chanteuse country au début. Oui, c'est ça, c'était très country pop. Oui, tout à fait. Écoute, elle a déménagé avec sa famille à 14 ans à Nashville pour essayer de tenter de percer le milieu. C'est vraiment au début des années 2010 qu'elle a fait son virage pop qui l'a propulsé au sommet. Vraiment, c'est maintenant l'artiste la plus payée. Écoute, on estime que sa tournée va avoir rapporté jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Donc, première artiste à franchir le cap du milliard. On rapporte qu'un spectacle rapporte 13 millions de la soirée. Ben, c'est ça. Puis, c'est énorme. Elle ne joue pas au MTLUS. Là, ils ne viennent même pas à Montréal. À Toronto, c'est où? C'est au Skydome. J'avais toujours Skydome. C'est le Rogers Center. Non, c'est ça. C'est pas à celui de hockey, c'est à celui de baseball. De baseball, c'est ça prend comme des 50 000 places et plus. Là, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce qui était spectaculaire. J'ai vu comme les 15 premières minutes. Quand on voit les vues du stade de Los Angeles, parce que la captation a été faite à Los Angeles, on a des vues aériennes là, des gens, tout ça, c'est assez impressionnant, là, avec tous leurs cellulaires. Donc là, c'est genre le stade des Rams. Moi, c'était le SoFi Stadium, qui est probablement lui de football, lui qui doit contenir le plus. Captation qui a été faite au mois d'août, donc quand même assez tout récemment. Je pense qu'ils ont pris 3 soirs. 3 soirs, généralement, c'est ce qu'ils font. Là. Puis ils vont faire un montage des meilleurs moments. Je suis allé fouiller pour le fun un top 5 des films de concert. Juste pour comparer. Les plus lucratifs jusqu'à présent. Donc, quel tu penses qui serait le numéro 1? Il est quand même en ordre direct, c'est quoi le plus payant jusqu'à temps que ça soit? On commence par le top 5 en bas. Je peux t'en nommer quelques-uns, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, comme on discutait il y a quelques semaines, qui jouent juste une soirée, puis après... ceux-là ont eu vraiment des sorties plus larges là, avec le montant d'argent que ça a fait. Mais est-ce que, mettons... C'est-tu assez récent ou il y en a comme... Il y en a des plus vieux puis il y en a des plus récents. Il doit y avoir U2 peut-être? Non. Même pas, OK. Pas dans ça. Pas là, Metallica? Même pas. Ouais. Je pense plus grand public que ça.
Plus grand. Coldplay, genre? Non, c'est ça, Coldplay, c'était juste un soir plus grand public. Michael Jackson? Oui, This Is It, qui était son concert suite à son décès. Donc, les spectacles qui n'ont jamais eu lieu. Deuxième place en 2009 avec 72 millions au box-office. OK. Fait que Taylor est déjà numéro 1. Oui, c'est même pas... même pas proche. Plus grand public, y a-tu... Ben, Beyoncé, je pense qu'elle n'a pas encore eu. Madonna? Non. Pense Popstar un peu. Céline Dion? Non plus. Popstar un peu. Ouais, tu sais, généralement, c'est des ados, filles qui vont voir ça. Qui était une grosse vedette à une époque. Je sais pas. Shania Twain. Shania Twain? Non. Garçon. Bryan Adams? Canadien. Ben, il est canadien. Plus récent que ça. Là. Plus récent. Justin Bieber. Hey, the Bieber! Le Bieber Donc, Mania, 2011 pour son film-concert. Donc, 73 millions. Très, très proche de Michael Jackson. Comment il s'appelait, le film? Ça, je m'en rappelle pas, par exemple. J'ai juste marqué Justin Bieber. Ouais, désolé pour... Tu sais, quand tu me fais deviner quelque chose, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui est dans l'autobus en train de gueuler. Justin Bieber, c'est Bieber, Jeff! Ben, écoute, je t'excuse parce que probablement que t'étais pas un fan du Biebs. Ben, tu vois, toutes mes références, c'est tous des artistes qui ont genre 59 ans en ce moment. Troisième position. Bon, là, c'est comme un faux concert. Ouais, là, tu peux les révéler. Là, c'est Hannah Montana. Donc, Miley Cyrus, en 2008, quand même fait 65 millions. Fait qu'on comprend que dans ces années-là... C'est juste un faux artiste. Oui, c'est un faux personnage. Mais tu sais, quand même, 2008, 9, 11, là, fait que c'était comme un terreau fertile pour ces genres de films-là. Après ça, on tombe 4e place en 1987. Et on n'est pas dans la musique, mais dans l'humour, parce qu'à travers le temps, il y a eu quelques spectacles d'humour. C'est Eddie Murphy avec son Raw. Qui était Eddie Murphy qui était au sommet à ce moment-là d'Hollywood. Donc 50 millions quand même pour un film d'humour. En 4e place, c'est Richard Pryor, qui était un grand humoriste fin des années 70, début 80. En 1982, donc 36 millions pour son concert live on the Sunset Strip. Ben, c'est un show d'humour aussi. Tout à fait. Et le 3, fait que ça, c'est le top 5. Puis le plus récent, donc c'est 2022, l'an dernier, film-concert de BTS, la sensation coréenne. K-pop. Ouais, qui quand même, tu vois que ça a moins bien fonctionné ici, 6,8 seulement en Amérique du Nord, une trentaine de millions à l'international. Était difficilement distribué. Ça se peut aussi, peut-être que c'était plus limité. Si je me trompe pas, je me demande si c'est pas même Netflix, fait que les sorties cinéma de Netflix sont pas super. Mais généralement, là, ça tourne dans ces chiffres-là, là, entre 3 et 5, 6 millions. Ouais, puis ça joue pas 8 semaines. Là. Non, c'est ça, habituellement une semaine ou deux. C'est ça, ou quelques événements. Le 6 millions, ça se peut que c'était genre un samedi soir sur 200 écrans, puis c'est le même qui a réussi à aller chercher 5 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, fait que tout un phénomène Taylor Swift avec son film-concert. Fait que voilà. On se souvient qu'au Québec, il y avait eu Claude Pelgag pendant c'est vrai, la pandémie. Mais parce qu'il avait gagné genre meilleur... Il était sorti sur les écrans? Oui, mais pas longtemps. Puis c'est ça, c'était beaucoup... Elle avait produit pendant la pandémie. Fait que ça avait comme... C'était un concert en ligne. Puis finalement, il est sorti sur écran. Un peu, je l'avais vu. Je pense que c'était Télé-Québec qui a été diffusé. Ça se peut, ouais, j'ai oublié le titre du spectacle, mais qui était très éclaté. Il y a aussi, pendant la pandémie, là, un peu après, les 3 accords, puis les Cowboys fringants qui avaient fait aussi des performances et tout. Écoute, mais je pense pas qu'ils ont ramassé $1 million. Non, c'est ça. Quelques dizaines de milliers, puis c'est quand même très bien pour notre marché. Alors, complètement ailleurs pour une nouvelle de France, oui, pour les amateurs du film italien, vers un avenir radieux de Nanni Moretti. Ouais, 16e long métrage pour M. Moretti, que, écoute, je connais de nom, mais c'est le premier film de lui que je vois. Fait que je sais pas comment ça se présente exactement dans sa filmographie. Il est entre autres connu pour La Chambre du Fils qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2001. Fait que déjà, ça fait un certain temps. Au générique, écoute, plusieurs comédiens italiens qu'on connaît pas. Là. Non, en tout cas, moi, je les connais pas. Mais il y a Nanni Moretti qui joue le rôle principal. Mathieu Amalric, le français, qui joue... Ouais, je pense que c'est lui qui est plus connu. Ouais, mais qui n'est pas italien, mais français. C'est ça, qui joue le rôle d'un producteur parce que c'est une espèce de c'est-tu le bon terme, de mise en abîme ou en tout cas de
réalité... Autofiction. Ouais, c'est ça. Semi-fictive et tout. Nani joue le rôle de Giovanni, qui est un réalisateur qui tourne pas des films aussi souvent qu'il voudrait, mais là, qui s'apprête à tourner son, je sais pas, énième film. Là. C'est pas son premier, mais un autre. Là. Je pense qu'il mentionne amené qu'il tourne à peu près aux 5-6 ans, là, son personnage. Puis c'est un genre de film historico-politique qui raconte l'impact de l'insurrection de Budapest en 1956 sur le Parti communiste italien de l'époque. Fait que ça a l'air super lourd comme ça, mais le film est assez léger dans son traitement. Puis lui, on comprend qu'il est beaucoup dans sa tête, puis que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'est pas nécessairement à l'écoute de son environnement, pas plus qu'il faut. Fait qu'il se rend pas compte que sa femme, qui est sa productrice depuis toujours, essaie de le quitter, en fait, mais qu'elle trouve que c'est jamais le bon moment. Puis, pour la première fois, elle va également produire le film de quelqu'un d'autre. C'est la première fois qu'elle produit pas juste ses films. Puis, c'est un réalisateur plus jeune qui fait un film très violent avec des producteurs coréens et tout. Fait que c'est un peu tout ce qu'il aime pas du cinéma. Ouais. Fait que tout ça va le choquer là-dedans, le confronter. Il sent qu'il perd la relation avec sa fille également. Fait qu'au fil du récit, il va réaliser que le film qu'il pensait faire lui-même, son film historique et politique, n'est pas exactement ce qu'il pensait être et qu'il y a plus de lui-même dans le film que ce qu'il pensait. Voilà. Mais tout ça dans une réalisation puis une mise en scène, pas le film dans le film, mais le film que nous, on regarde, Vers un avenir radieux. Très éclaté, des bris de quatrième mur. Il y a quelque chose qui est très... du meilleur de Woody Allen, un peu Annie Hall dans tout ça, c'est vraiment aussi un témoignage, une lettre d'amour vers le cinéma indépendant. Écoute, je te passe la parole bientôt, mais une fameuse scène de pied de nez envers justement Netflix qui veut acquérir son film avec sa façon de traiter le cinéma, puis qui se permettent d'y dire comment il devrait écrire son scénario, puis tout est basé sur les clics, puis les streams, puis c'est comme... Ouais, mais... C'est pas ça le cinéma. Là. Je comprends qu'il y a des affaires qui sont produites de même, mais il faut pas que tout passe dans cette machine à saucisse-là. T'sais. Ah ouais, ça c'était une scène très jouissive, parmi les meilleures scènes de l'année. Écoute, oui, moi j'ai trouvé une belle comédie très divertissante. Comme toi, je connaissais de nom, je n'ai jamais vu aucun de ses films. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est sûr qu'il y a un parti pris très à gauche, mais tu sais, on n'est pas dans les films lourds de Ken Loach. Au contraire, il y a beaucoup d'autodérision dans son ton, dans l'angle du réalisateur, de Moretti, qui fait aussi le scénario. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, vous aimez le cinéma étranger, je pense que allez-y sans problème. Tu l'as mentionné, son film évoque beaucoup Woody Allen. D'ailleurs, en allant fouiller un petit peu, j'ai vu qu'un peu à la manière de Woody Allen, il joue dans tous ses films. Ah, OK. Bon. Puis je pense qu'effectivement, on est dans les mêmes genres de sujets qu'il aborde là, dans plusieurs de ses films, comme avec Vers un avenir radieux. Donc, je pense quand même un cinéaste un peu engagé à sa manière, mais plus dans la comédie un peu que le drame social. Quand même un habitué de Cannes, est allé 9 fois avec ses films. Là, donc, quand même, je pense qu'il est un des cinéastes chouchous d'Europe. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être une belle façon d'entrer en matière dans sa filmographie, dans son univers. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quelques-uns, là, mais qui fait partie des porte-étendards du cinéma italien actuellement, là, contemporain. Là. Il y a des sur les... c'est-tu Mathieu Garonnet, là, ou quelque chose comme ça? Il y en a d'autres quand même. Il y en a d'autres, comme dit... François Pérusse. Mais ça me donne envie d'en voir. Écoute, je sais pas si je regarderai tout, là, mais c'est beaucoup. 15. Ouais. Taper 15 films du même moi, réal. La Chambre du Fils, moi, je serais intéressé de voir. C'est ça, c'est quand même les plus prisés et tout. Ouais, c'est ça. Pour voir un peu comme où cela se situe pour un connaisseur de ce réalisateur-là. Puis, tu sais, en lisant aussi sur le film, il y a plusieurs référents à du cinéma d'une autre époque là, que je connais pas. Entre autres, 8,5 de Fellini. On parle que la fin est un peu un clin d'œil à ça, mais je l'ai jamais vu. Je peux pas. J'avoue, moi non plus. Je confesse n'avoir jamais vu ce classique-là. Puis ce que j'ai aimé aussi, moi j'aime beaucoup les films qui traitent de films, comment on fait les films, qu'on voit un peu les coulisses des productions, tout ça. Fait que je trouvais que c'était bien intéressant aussi ce volet-là. Puis comme il joue un réalisateur, un cinéaste, j'espère qu'il n'est pas comme son personnage. Ouais, c'est clair que non, parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Parce que oui, c'est ça, il est lourd par moment. Fait que, tu sais, il y a parfois, permettez-moi l'expression, mais il a la tête dans son cul. Hein? Fait que
Puis une couple de bonnes twists dans le scénario, justement, avec sa fille et tout ça. Là. Il y a des petits revirements un peu inattendus qui sont quand même très drôles. Puis, écoute, je sais pas si c'est un facteur décidant, mais c'est aussi à peu près 1h30, 1h35. Fait que. Pas de longueur. Il se passe comme beaucoup de choses. C'est très mouvementé. Fait que, non, j'ai vraiment apprécié ce visionnement-là. Je suis bien content d'avoir pris le temps de l'écouter. Fait que, vers un avenir radieux. Puis, il y avait aussi, j'ai oublié de le noter, mais il avait été présenté encore à l'international, ce film-là. Je pense qu'il y a peut-être rien remporté de majeur, là, mais il était à Cannes, il était à plein d'endroits, là, comme la plupart de ses films sont là. Ce que j'ai cru comprendre, son dernier film, son film précédent, c'était très piani, puis c'était vraiment plus un gros drame. Okay. Puis c'était ça, c'est pas à son habitude, justement. Là, c'est bien correct qu'il l'essaye. Là, il est revenu un peu plus dans ce ton plus léger, mais c'est ça, qu'à chaque fois qu'on dit comédie, moi, j'ai tout le temps une image d'Adam Sandler qui se bat avec Bob Barker en tête, mais c'est comme... Il y a d'autres choses. Là. Il y a quand même un fond à tout ça, mais voilà, ça se prend bien. Dans les autres sorties, je l'avais évoqué, La légende du papillon de Sophie Roy, qui était une des productrices sur La guerre des tucs 3D puis La course des tucs. Et là, c'est sa première réalisation. Donc, c'est un film d'animation. À la base, fait comme... Il y a des voix francophones. Les voix, c'est... j'ai dit-tu noté? Oui, Antoine Desrochers, Catherine Brunet, Sophie Cadieux, c'est comme les principales. Puis Julie Le Breton, Ludivine Redding, Fayolle Jean Junior, une belle brochette. Mais c'est un film que souvent en animation, on va tout de suite tourner en anglais puis en français pour l'international. C'est une coproduction Québec-Allemagne, en fait. OK. Allemagne. Fait que on va suivre les aventures d'un papillon monarque qui a une aile un peu trop courte, donc il a des difficultés à voler. Fait qu'il va être avec sa consoeur qui n'ose pas avouer sa peur des hauteurs, puis leur ami qui est une espèce de chenille blagueur, puis qui se retrouve un petit peu en retard dans la migration des papillons, finalement. Il y a des chansons originales aussi, dont Patrice Michaud, Cœur de pirate, Claudia Bouvette, une couple comme ça. Fait que c'est oui, même si on pense le film en anglais et en français, on n'a pas lésiné sur la production au Québec. Il est disponible en 3 dimensions aussi, je pense. Et même, faire un peu de pub, mais le format ScreenX que je pense certains Cinéplex ont, là, comme avec des écrans sur les côtés également. Oui. Je pense que c'est la première production québécoise qui a été pensée pour ça. Fait que l'écran encore plus gros, puis avec un angle et tout. Je serais curieux de tester ça une fois un jour. Ouais, ben je pense que Rapide et dangereux l'avait été. C'est pas. C'est pas toujours. Là, je vais choisir le bon. Ouais, vers un avenir radieux, il l'est pas. Là. Il n'est pas en ScreenX. Ah non. Je sais pas, Taylor Swift aurait pu le like. C'est ça, effectivement. C'est un coût de production vraiment plus cher. Puis après, c'est comme des ententes précises. Fait que voilà pour La légende du papillon. Mais écoute, je l'ai pas vu. On est quand même dans un public assez jeune, un peu. Là. Je pense qu'on est dans le public cible, je dirais peut-être un 5-8 ans. Là. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est pas mal tout. On a parlé de Taylor Swift et c'est ça. C'est les seules 4 sorties. Je n'ai pas répertorié de documentaires ou autres pour cette semaine. Tout le monde a peur de Taylor. Oui, parce qu'un documentaire québécois sur les métiers à tisser doit se tasser. C'est vraiment le même public. Tu sais. La semaine prochaine, 2 grosses sorties. Une grosse sortie québécoise, une grosse sortie américaine. Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Et la note américaine, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ils sont très épeurants, genre 3h25. Moi qui va tester notre fessier et les bancs de cinéma. Vessies, oui, tout à fait. C'est que dans le fond, tu te prends une grosse liqueur, mais il faut que tu attendes au moins 1h30 dans le film avant de commencer à la boire. Comme d'habitude, contactez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca, puis allez au cinéma, allez voir Vampire Humaniste, Cherche suicidaire consentant, et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et si vous êtes de ceux qui n'avaient pas eu de billet pour Taylor Swift pour sa venue à Toronto, ou que vous ne voulez pas payer 1 000 $ le billet, ben allez la voir sur grand écran. C'est pas mal quand même satisfaisant comme expérience. Je suis sûr que les oreilles peuvent vous bourdonner quand même à la sortie de la salle. Et je vous garantis, vous allez avoir Shake It Off toute la journée dans votre tête.